Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demereux. Et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien magistrat. Bonsoir. Bonsoir Georges. Stéphanie. Vous avez froid, vous me disiez. Oui, Ça- il fait pas très chaud. Hein. Mais ça va mieux là, j'ai un petit chauffage derrière Bon, pour très vous. bien, je sens la chaleur Voilà, arriver. c'est oui. c'est ça. Vincent Roy, journaliste essayiste. Oui, qui n'a pas froid. Bonsoir Vincent. Ben non, Bonsoir. vous avez le cœur chaud et vous avez chaud. Oui, absolument. Voilà. Messieurs, on va parler de ce rapport choc de l'Organisation de l'immigration et de la démographie. Alors c'est vrai que c'est un sujet tabou dont on parle peu, mais qui a le mérite d'être quand même intéressant et de nous apprendre des choses. Ce rapport donc sur les effets de l'immigration sur le système éducatif. Bonsoir Nicolas Pouvremonti. Bonsoir. Vous êtes directeur général, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Tout d'abord, première question, c'est un premier rapport sur le sujet parce que, comme je le disais à l'instant, c'est vrai que le sujet est plutôt tabou. Il y a peu d'acteurs, et notamment dans l'éducation nationale, qui ont envie justement de faire ce lien entre l'immigration et les effets de l'immigration, surtout sur le système éducatif en France. Absolument, il nous a semblé qu'il y avait sur cet aspect particulier mais non négligeable de la crise de l'école une sorte d'omerta qui s'était installée au fil des années. Alors on sait évidemment que la crise de notre système scolaire, c'est le résultat d'un ensemble de raisons. L'immigration ne crée pas à elle seule la crise de l'école, c'est important de le préciser. Il n'en demeure pas moins que dans sa forme actuelle, et c'est ce que montre cette étude de Joachim Le Floch-Imad pour notre observatoire, les politiques d'immigration menées dans notre pays aggravent à peu près toutes les difficultés de notre système scolaire. Elles le font d'abord par un effet quantitatif, c'est-à-dire la très forte poussée des élèves, du nombre d'élèves issus de l'immigration récente. On sait que le nombre d'élèves allophones, donc vous voyez un élève allophone, c'est un élève qui vient d'arriver en France et qui ne parle pas du tout le français. Ce nombre d'élèves allophones a augmenté de plus de 150% en moins de 20 ans. On a aujourd'hui environ un élève de CM1 sur 5 qui ne parle pas le français comme langue habituelle à la maison. Et donc ça a des implications dans toutes les dimensions du système scolaire, étant entendu évidemment que les difficultés ne se limitent pas au seul sujet de la langue. Donc vous dites que ça rejaillit sur tout le système scolaire. De quelle manière concrète, par exemple ? Écoutez, de plusieurs façons. Alors, typiquement, la semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale a publié le résultat de ses évaluations annuelles. Vous savez, chaque année, fait dans l'ensemble des établissements des évaluations de niveau. Alors bon, les résultats étaient aussi inquiétants au cours des dernières années. Et bien, si on prend la simple question du niveau éducatif, qui est en crise structurelle, on voit qu'il y a un effet spécifique de l'immigration. Par exemple, dans les résultats de la France, dans les enquêtes PISA, vous savez, ce sont ces enquêtes menées dans tous les pays de l'OCDE pour établir le niveau des élèves. Si on prend par exemple les mathématiques, donc on met de côté le sujet de la langue, on se rend compte qu'il y a chez les jeunes âgés de 15 ans un écart de niveau en moyenne d'environ 1 an et demi en mathématiques entre élèves natifs et élèves immigrés. Donc il y a un effet très fort sur le niveau éducatif. Il y a aussi un effet budgétaire, parce que typiquement si on prend l'une des lignes de dépenses majeures de l'éducation nationale qui sont les établissements en éducation prioritaire, ce qu'on appelait auparavant les ZEP et ce qu'on appelle maintenant les REP, on voit qu'il y a une très forte surreprésentation des élèves d'origine immigrée dans ces REP. En moyenne, on a environ 21% des élèves en France qui sont scolarisés en REP, mais c'est le cas de 47% des élèves descendants d'immigrés du Maghreb, 51% de Turquie, 61% d'Afrique subsaharienne, et on sait que c'est notamment dans ces établissements où il y a à la fois le plus d'argent investi, la politique d'éducation prioritaire, c'est plus de 2 milliards d'euros par an à elle seule, mais aussi le plus de difficultés qui se concentrent pour l'enseignement et pour la vie éducative. Donc oui, vous parlez aussi des ZEP, ces zones d'éducation prioritaire. En clair, Nicolas Pouvremonti, ça veut dire que c'est un véritable échec aussi de l'éducation nationale qui ne parvient pas finalement à assimiler ces jeunes qui sont à l'école. Oui, disons que l'éducation nationale se retrouve en aval d'une partie de la politique publique, si vous voulez, qui lui échappe complètement et qui est la politique migratoire. Alors il y a effectivement une crise endogène de l'école, une crise de l'autorité sans doute, une crise aussi de l'idée que l'école doit contribuer à l'assimilation. Ça a été son rôle historique dans l'histoire républicaine de la France et notamment avec de précédentes vagues d'immigration. Et donc c'est vrai que l'école aujourd'hui se trouve en quelque sorte à la fois désarmée sur le plan des principes et aussi désarmée par rapport au volume des élèves d'origine immigrée qui ont beaucoup augmenté ces dernières années.
Je pense que pour nuancer, il est quand même important de préciser que les dynamiques que je viens de décrire et qui sont celles décrites dans cette étude varient quand même très significativement selon les catégories d'immigration. Si je prends simplement un exemple, selon l'origine géographique, il y a d'autres variables, mais là on peut prendre l'origine géographique, on voit qu'en moyenne, si on prend les descendants d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est, donc c'est Vietnam, Cambodge, Laos, on a 40% des descendants d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est qui ont terminé leurs études, qui ont un diplôme supérieur à Bac+2, c'est 2 fois plus que les descendants d'immigrés originaires d'Algérie. Et à l'inverse, on a à peine 5% des descendants d'immigrés vietnamiens, cambodgiens, etc., qui n'ont aucun diplôme. C'est 5 fois moins que les descendants d'immigrés originaires d'Algérie. Et ça, ce sont des données objectives, hein, Nicolas Povremonti, qui viennent de l'INSEE et du PISA. Ce sont les données de l'INSEE. Oui. Tout à fait. Vincent Roy. Oui, je vous écoute et vraiment vous m'enseignez, si j'ose dire. Pour poursuivre ce que vous disiez que l'immigration était à 47% représentée dans les REP. Et par conséquent, ma question est la suivante. Est-ce que la politique de la carte scolaire aurait, d'une manière ou d'une autre, aggravé la situation ? Il me semble que la vraie difficulté, c'est que, y compris dans un certain nombre d'établissements qui ne sont pas dans ces zones REP, où effectivement se concentrent de manière disproportionnée les élèves d'origine immigrée, on a aujourd'hui affaire à des phénomènes qui étaient autrefois assez largement limités au seul REP. La question des élèves allophones, aujourd'hui par exemple, les élèves qui ne parlent pas français du tout en arrivant, on la trouve certes dans les zones REP, mais on la trouve aussi de plus en plus dans des villes moyennes, parfois aussi à la campagne. C'est notamment, entre autres choses, l'effet des politiques de répartition des demandeurs d'asile. Donc l'effet de dilution qui peut être créé par une politique de la carte scolaire, il peut être intéressant, mais il présente aussi le risque, non pas de diluer le problème, mais plutôt de le diffuser. Et aujourd'hui, on voit que ces réalités qui étaient auparavant très concentrées dans certaines zones du pays se retrouvent dans un grand nombre d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire. Georges Fenech, Nicolas Povremonti nous parlait il y a quelques instants de cette assimilation qui ne se fait pas comme avant à l'école. Vous êtes arrivé en France, justement, de Tunisie, me semble-t-il. Oui, moi je parlais le français, j'étais français. Et, oui, mais c'est vrai que... non, mais très bien. Oui. Mais l'immigration à cette époque-là, oui, moi j'ai un père qui venait d'Italie, il parlait pas français, mais au bout de 6 mois, c'était le premier de la classe en français. C'est là où je voulais en venir. C'est que c'est pas la même chose aujourd'hui. Vous l'expliquez comment ? Je l'explique comment. D'abord, j'apprends moi aussi, hein, ces données qui sont douloureuses, faut dire ce qui est. Les enfants ne sont pas responsables du sort. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est un sujet tabou, parce que c'est difficile de faire ce lien. On n'a pas envie de stigmatiser les enfants. On n'a pas du tout envie de stigmatiser les enfants, mais il ne faut pas justement que ce sujet reste tabou. Si on veut lutter contre un sujet, il faut véritablement le connaître et saluer donc le travail qui est fait par l'Observatoire de l'immigration. L'école, c'est vraiment le lieu où l'enfant étranger doit être assimilé. L'école, elle est faite pour ça. C'était le cas dans ces vagues d'immigration des années 70. C'était le cas à l'époque, effectivement, voyez-vous. Alors, c'est d'autant plus, c'est préjudiciable, on l'a bien compris, d'une manière générale à l'enseignement scolaire, finalement, tout le monde en pâtit, mais je crois que ces enfants d'étrangers, en priorité, puisque quand on entend ces chiffres sur ceux qui pourront accéder à des études supérieures qui sont très faibles. Après, comment faut-il s'étonner ? Comment peut-on s'étonner qu'il y ait des parcours chaotiques, voire même tomber dans la délinquance, parce que ils n'ont pas la capacité de s'insérer totalement en maîtrisant la langue. Si vous ne maîtrisez pas la langue, si vous êtes dans l'illettrisme, et si vous avez une double culture dans laquelle vous ne pouvez pas sortir... la moitié ne parle pas français à la maison. C'est ça, c'est dramatique. Donc, il faut tenir compte de cette étude pour trouver des solutions et y remédier. Mais comment, Nicolas Povremonti ? C'est la question. Alors, vous n'êtes pas là pour, a priori, trouver les solutions. Vous avez fait des constats, mais c'est vrai que ce constat est assez accablant et triste. Bien sûr, je dirais qu'il y a 2 dimensions de solutions, parce qu'effectivement, quand on pose le genre de constat dont nous parlons ce soir, on peut difficilement se contenter des constats et de ce qu'ils impliquent. Je dirais que la dimension principale, elle se trouve en amont de notre système scolaire. Elle est vraiment dans notre politique migratoire. Le fait que l'immigration pèse à la baisse sur le niveau éducatif moyen,
On voit ça dans beaucoup de pays de l'OCDE, dans beaucoup de pays développés, mais c'est spécialement marqué en France. Et pourquoi est-ce que c'est spécialement marqué en France? C'est en raison de la nature particulière de l'immigration que nous recevons, qui provient souvent de zones parmi les moins avancées éducativement et économiquement. On sait que l'an dernier, la France a reçu une part d'immigrés issus de pays qu'on dit à faible niveau de développement humain, donc ce qui implique notamment un niveau éducatif faible, une part qui était 3 fois supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Et ensuite, l'école doit gérer les implications de cette démographie migratoire particulière pour le système éducatif. Et en aval, si je puis dire, on peut sans doute faire mieux avec notre politique scolaire. Ça implique de réformer la politique d'éducation prioritaire qui aujourd'hui est un échec et qui coûte énormément, j'y reviens, plus de 2 milliards d'euros par an. Ça implique aussi d'assumer dans le principe de rendre à l'école une mission d'assimilation particulière. C'est un mot qui est devenu tabou dans le langage du ministère de l'Éducation nationale depuis au moins la fin des années 80. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais le meilleur cadeau qu'on puisse rendre aux enseignants, c'est de leur éviter d'avoir à gérer ces questions dont ils ne sont pas responsables. Et le sujet de fond, ça reste bien celui de la politique d'immigration. Vous parliez des zones, des REP, mais il y a aussi des fermetures en plus de classes en ruralité, alors que c'est vrai qu'on met énormément de moyens sur ces zones-là. Il y a beaucoup d'ailleurs de députés à l'Assemblée qui s'en émeuvent. J'entendais Loïc Kervran il y a quelques mois justement interpeller le gouvernement à ce sujet-là, Vincent Roy. Mais si les vagues migratoires continuent de déferler, comment enrayer puisque pour l'instant, pour l'heure, je vois pas bien comment, puisque vous élargissez le problème évidemment à la question fondamentale de notre politique migratoire. Or, si nous continuons de recevoir chaque année 500 000 migrants, comment le phénomène peut-il être enrayé ? Je dirais qu'il y a 2 temps d'action. Il y a des choses qui peuvent être faites dès maintenant, en vérité. Il y a un discours de l'impuissance publique théorisé dont se prévalent un certain nombre de responsables politiques pour ne pas agir sur cette question qui me semble quand même très exagérée. La France se rend aujourd'hui spécialement attractive pour le type d'immigration que je viens de décrire, parce qu'elle est la plus attractive sur le plan sanitaire, sur le plan de la prise en charge sociale, parce qu'on a aussi une immigration automatique, si je puis dire, par les phénomènes de diaspora. On sait qu'on a l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des immigrés africains dans notre population immigrée, un phénomène qui est entretenu par l'immigration familiale. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut agir dès maintenant, sur ces spécificités françaises en termes d'attractivité, y compris par rapport à nos voisins européens. Mais dans un deuxième temps, si on veut traiter les grandes masses de l'immigration, il faudra effectivement engager des manœuvres qui sont un peu plus lourdes. C'est la révision d'un certain nombre de traités internationaux, y compris les traités européens sur l'immigration familiale et sur l'asile. C'est sans doute une révision constitutionnelle, mais on voit à travers l'exemple de l'éducation qu'aujourd'hui l'immigration c'est vraiment un fait politique, un fait social total qui a des implications pour tous les aspects de notre vie en société et qui méritera bien qu'on entreprenne ces grandes manœuvres. À ce propos, Nicolas Pouvremonti, dernière question. Vous avez peut-être regardé Complément d'enquête hier soir sur France Télévisions quand on vous explique qu'il y a des preuves scientifiques comme quoi il n'y a aucun lien entre l'immigration et la délinquance. Vous qui avez étudié ces questions à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, ça n'en finit pas de me surprendre, bien que cet argument, cette affirmation soit quand même répétée de manière assez fréquente, notamment sur un certain nombre de médias. Il me semble qu'au-delà des interprétations qui peuvent être posées, il faut toujours en revenir aux faits bruts, aux faits simples. Et les faits ils sont quand même assez incontestables. Les ressortissants étrangers sont en moyenne, par rapport à leur part dans la population, 1,5 à 4 fois plus représentés dans les différentes catégories d'infractions. La part des détenus étrangers dans l'ensemble de la population carcérale est 3 fois supérieure à la part des étrangers dans la population générale. Donc là, c'est des faits qui viennent du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, qui sont de la statistique pure. Et je pense qu'il est là aussi utile d'insister sur le fait qu'il y a des immigrations. Pour prendre simplement une seule donnée, une seule catégorie de données et ne pas faire une réponse trop longue, sur une période de 10 ans, 2014-2024, le nombre de ressortissants français écroués en France a augmenté de 13%, le nombre de ressortissants étrangers écroués a augmenté de 40%, et le nombre de ressortissants algériens écroués a augmenté de 117%. Donc ça veut dire que et le nombre d'Algériens écroués a augmenté de 9 fois. C'était le Centre d'études prospectives et d'information internationale, mais on va en parler, qui est rattaché à Matignon. Quand on parle d'étrangers, ne sont pas compris dans ce que l'on dit les clandestins, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont déclarés comme étrangers, donc on fait à minima
une demande de visa. On en parle dans quelques instants de ce complément d'enquête. Je suis sûre que vous avez des choses intéressantes à nous dire. Vous avez veillé tard, messieurs Georges Fenech et Vincent Roy. Merci Absolument. beaucoup, Nicolas Pouvremonti, d'avoir été avec nous, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On se retrouve dans quelques instants avec Georges Fenech et Vincent Roy.